Donc, suite sur le chapitre concernant l'électricité alternative et les différents moyens que l'on a. Alors, les différents moyens que l'on a de faire tourner un aimant ou plusieurs aimants, ben, vous avez la première solution, c'est l'hydraulique. Alors, l'hydraulique, c'est tout ce qu'on retrouve de type barrage. À partir du moment où on a un barrage, l'idée c'est vous avez de l'eau qui est contenue dans un barrage. On fait tomber de l'eau à très grande vitesse sur des roues. Donc on va provoquer un mouvement circulaire, ce qui va faire tourner notre alternateur et on va produire de l'électricité. Donc ici on a le type barrage. Excusez-moi, il y a 2 heures barrage. Ensuite, l'autre solution que l'on commence à voir de plus en plus, c'est l'éolienne. Donc là, on va profiter du vent. Alors, je ne suis pas professeur d'art plastique, ça se voit, mais on fait tourner des pales avec du vent. Et donc, c'est une technologie que l'on a développée qui est assez fréquente. On a le thermonucléaire. Alors, le thermonucléaire, c'est simple, hein. Vous avez une centrale atomique, donc vous avez à l'intérieur un cœur qui est chaud, qui va provoquer de la vapeur. Vous avez tous vu que de l'eau, quand ça touche quelque chose de chaud, ça se transforme en vapeur. Et donc, ça va nous permettre de faire tourner des petits trous. Et donc, ça va nous permettre de générer du courant. Et puis, la dernière solution, c'est le thermique. C'est exactement le même principe, sauf que le chaud, on va utiliser pour ça des flammes. Et ces flammes vont faire bouillir de l'eau qui va se transformer en vapeur et qui vont faire tourner des roues. Donc voici le principe, les 4 grandes familles, hein, puisqu'il y en a d'autres, hein. Je pourrais citer les barrages type aéromotrice. On commence à faire l'électricité avec les mouvements des vagues. On fait de l'électricité à partir du moment où on réussit à récupérer un mouvement et en faire quelque chose qui tourne. Alors, l'hydraulique. L'avantage de l'hydraulique, c'est que ça s'appuie sur le fait qu'il faut de l'eau. Donc, tant qu'il y a de la pluie, ça fonctionne. Donc, c'est peu cher. Ça, c'est le premier avantage. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme avantage? C'est facile à mettre en œuvre. À condition d'avoir des montagnes. Pour ceux qui ont été se balader en montagne, il y a souvent des barrages. Par contre, c'est un petit défaut. C'est que ça ne produit pas assez. Donc déjà, si vous êtes un pays sans montagne, c'est un peu compliqué. Et puis maintenant, nos besoins en électricité sont tellement importants que tous les barrages qu'on a pu mettre à droite et à gauche ne suffisent pas. Et c'est bien un truc qu'on ne peut pas faire pousser, ce sont les montagnes. Donc ça, c'est les défauts. Ensuite, nous avons l'éolien. Alors l'éolien, ça a aussi un avantage, c'est que il n'y a pas de consommation d'énergie type effet de serre ou autre.
vous êtes vraiment dans quelque chose qui est, comment est-ce qu'on pourrait dire, qui est une énergie renouvelable. C'est un mot qu'on utilise assez souvent. On est d'accord que sur le vent, il n'y a pas de risque de voir le vent s'éteindre un jour. Donc on en aura toujours autour de nous. Donc énergie renouvelable. Le défaut, parce qu'il y a un défaut sur les énergies éoliennes, c'est que pas de vent, pas d'électricité. Nous voudrions avoir de l'électricité disponible quand nous voulons. Donc là, on ne peut vraiment pas travailler sur ce type d'énergie tout le temps. Il nous faut des énergies complémentaires. Ce serait l'idéal si on avait la possibilité d'avoir du vent tout le temps. Alors on essaie de mettre nos éoliennes à des endroits où il y a du vent tout le temps, mais ça vous est déjà arrivé de dire aujourd'hui il n'y a pas de vent, vous sortez, vous dites ah ben non, il fait plutôt beau et il n'y a pas de vent. L'énergie thermonucléaire, alors, ça ne produit pas de CO2, donc de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le CO2, il y en a d'autres, mais celui-ci est le plus connu. Donc on va se dire c'est magnifique. Par contre, ça produit des déchets qui seront dangereux pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et on ne sait pas quoi en faire actuellement. Alors, pour l'instant, les enterre le plus profondément possible, en essayant de les mettre dans des endroits où il n'y aura jamais de tremblement de terre, mais on n'est pas certain qu'il n'y ait jamais de tremblement de terre, et en espérant que les générations futures sachent quoi en faire. On a pensé un moment à les mettre dans l'espace, mais déjà, ça serait un coût énorme quand on voit le coût pour envoyer 3 mètres cubes dans l'espace, combien ça coûte. Donc là, c'est pas possible. Et puis certains pays ont fait le choix de ne pas avoir de production de déchets, c'est-à-dire qu'ils partent sur le même principe, et ils partent sur des centrales thermiques. Donc centrales thermiques, ça peut être du gaz, du charbon, du pétrole. Et là, gros problème, ça produit du CO2. Donc voici les grandes familles qu'on retrouve sur la production électrique. Alors, donc nous en France, hein, on a quelques barrages, on a de l'éolien et on a beaucoup de centrales. Alors, on essaie de se séparer des centrales, mais pour l'instant on sait que si on arrivait à zéro centrale, on aurait un problème. Les Allemands ont fait ce choix-là de supprimer les centrales nucléaires, mais du coup ils ont réactivé des centrales de type thermique, donc une grosse production de CO2. Alors après, ce sont des jeux internationaux qui consistent à dire bah, je vais acheter de l'électricité à tel pays sans trop m'occuper de savoir comment ils ont fait. Donc il y a des grosses discussions, c'est pas si facile que ça. Donc si on se base par exemple sur l'éolienne, on va juste regarder, hein, parce que ce sont des exercices que vous pourriez faire sur tout type. Alors j'ai fait tomber mon crayon, c'est pas grave. Donc, vous avez du vent qui fait tourner des rotors, ou un alternateur. Je vais écrire, tiens, en dessous, alternateur. Donc, ce qui a permis d'avoir ça, c'est de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique, si on continue de ce type-là, ça va se transformer en énergie. Vous allez avoir à la fin de l'électricité. Hein. Ça va permettre d'avoir de l'énergie
électrique. Et entre, je veux aussi perdre d'énergie. C'est-à-dire que pendant que je fais tourner mon rotor, j'ai des frottements, je vais avoir une petite élévation de température et donc je vais perdre de l'énergie. La totalité de l'énergie mécanique qui est là, je vais l'avoir perdue. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais même en perdre un peu en amont. C'est-à-dire que si je dis que j'ai du vent, sachez que ce vent fait d'abord tourner des pales et que ces pales vont faire tourner le rotor. Ça veut dire que le vent va donner une énergie mécanique et que derrière, je vais aussi avoir une perte d'énergie entre mes pales et mon rotor. Là aussi, je vais avoir des frottements. J'ai donc tout intérêt à réduire le nombre d'étapes, le nombre d'intermédiaires. Plus je vais avoir d'intermédiaires entre mon origine et ce que je cherche à produire, plus je risque de perdre d'énergie. Si vous regardez le mode de fonctionnement d'une centrale nucléaire, on en trouve pas mal en ce moment. D'ailleurs, on a fêté il n'y a pas très longtemps l'anniversaire de Tchernobyl, donc ça peut être l'occasion aussi de regarder sur Internet, vous allez voir tout ce qui s'est passé. Et vous avez aussi quelque chose qui concerne Fukushima. Et on vous explique tout le mode de fonctionnement d'une centrale et vous allez voir que le nombre d'étapes est très très important. Dites-vous bien qu'à chaque étape, on perd de l'énergie. Donc forcément, l'énergie mécanique que j'ai à l'origine ne correspond pas à l'énergie que j'ai à la fin. Alors, dernier point, hein, vous avez vu sur l'émission de Fred et Jamy, à la fin, vous avez une tension, et puis vous avez une intensité. Donc il l'avait représenté, si je me rappelle bien, sous forme d'une pression d'eau et puis de l'eau qui sort, c'est-à-dire que la tension, c'est la pression d'eau. Plus j'ai de l'eau assez haute et plus ça va appuyer et plus je vais avoir une forte tension. Et l'intensité, c'est la taille du trou qu'il avait fait, de manière à ce que je puisse savoir quelle est la quantité d'eau qui sort. Donc la tension, si vous vous rappelez, en quatrième et même en cinquième, on l'avait appelé U. Et l'intensité, on l'avait appelé I. U en volts et I en ampères. Et on a créé une unité supplémentaire qui est la puissance en watts, puisque ça a été mis en place par James Watt. Et donc la puissance, c'est U fois I. U, généralement en France, est égal à 220 volts. La plupart du temps, vos prises sont à 220 volts et I dépend de la quantité, de la puissance que va demander votre outil. Et si vous regardez sur la plupart des appareils, vous pouvez regarder derrière vos écrans d'ordinateur, vous pouvez regarder sur tout ce qui est électrique chez vous, une bouilloire et autres, que vous avez une puissance. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier que tout ce qui chauffe beaucoup chez vous, un fer à repasser, une bouilloire, ça consomme beaucoup plus d'électricité qu'un simple écran d'ordinateur, par exemple. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, 2000 watts pour votre fer à repasser et votre télévision va être à 200 ou 250 watts. Très très important, c'est qu'on a tendance, cette puissance, à la multiplier par du temps pour avoir, par exemple, des wattheures. Donc WH par exemple, c'est un élément qu'on retrouve beaucoup, mais chez vous, généralement, votre contrat est en wattheures. Donc tout simplement parce que vous consommez moins d'électricité la nuit, généralement, que le jour.